Et nous vous retrouvons pour la dernière partie de cette émission. Toujours le Niger, la France et les États-Unis ne sont plus sur la même longueur d'onde, alors que les voix s'élèvent de partout pour décrier l'idée d'intervention militaire au Niger. La scission s'observe de plus en plus entre les positions de la France et celles des États-Unis. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, dans une déclaration à la presse ce mardi, a assuré: nous restons concentrés sur la voie diplomatique pour obtenir des résultats que nous voulons, à savoir le retour à l'ordre constitutionnel. Et je crois qu'il continue d'exister une marge pour obtenir ce résultat par la diplomatie. La France, de son côté, exige non seulement la libération du président déchu Mohamed Bazoum, mais aussi sa réinstallation dans ses fonctions. Elle soutient clairement l'intervention militaire proposée par la CEDEAO. Alors, finalement, les États-Unis et la France ne parlent plus de la même voix, Germain Pouli. Oui, c'est plus le même langage. Les États-Unis aujourd'hui s'inscrivent un peu dans la voie de cette dissidence au sein de la CEDEAO, en tout cas qui est minoritaire, mais qui s'oppose de plus en plus à l'intervention militaire. Donc des pays comme le Togo, le Libéria, un certain nombre de pays pas ouvertement, qui s'affichent pas ouvertement. Et donc les États-Unis rejoignent cette ligne-là, qui est aussi celle de l'opinion africaine. On en a parlé tout à l'heure. Les Africains n'ont pas envie que leur communauté, en tout cas leurs dirigeants, interviennent de façon musclée au Niger, mais utilisent le dialogue qui est avant tout quand même une méthode africaine, une valeur africaine pour arriver donc à régler les problèmes. Et pendant que la France continue à dire qu'elle soutient la décision de la CEDEAO, en l'occurrence l'intervention militaire du côté des États-Unis, ce n'est plus le même langage. Et c'est évident que sur ce front-là, donc au Niger, le bloc occidental est en train de se fissurer. Il n'y a pas que les États-Unis, il y a les Italiens, il y a les Allemands, qui, comme les Américains, ont des militaires au Niger dont on ne parle pas Oui, beaucoup. Il y a plus de 1000 militaires américain, américains. oui, C'est justement. presque un peu plus des deux tiers de ce que compte la France. Donc dans ce même pays, personne n'en parle. Il y a des militaires allemands, des Italiens et tout cela. Et donc aujourd'hui, de ce côté-là, la France est en train de se retrouver seule, en train de soutenir une éventuelle intervention donc militaire donc au Niger. On peut le dire que c'est une première victoire des nouvelles autorités nigériennes, de savoir que la plus grande puissance militaire au monde aujourd'hui est contre cette option. Et c'est de savoir qu'une bonne partie déjà de la CEDEAO, en plus des trois autres pays qui avaient ouvertement affiché leur soutien donc au Niger, le bloc donc de ce qu'on décrit comme les ventes en guerre est en train de se de devenir, de se De réduire, s'affaiblir, peut-être. voilà, de faiblir. Et donc, c'est sûr et certain que la diplomatie va prendre le dessus. On a vu un peu aussi dans la crise malienne, c'était la même position des États-Unis, qui a aussi beaucoup plaidé pour que la CEDEAO lève les sanctions au moment où des pays comme le Togo aussi travaillaient sur cette même ligne. La CEDEAO et les États-Unis avaient demandé à la CEDEAO de voir les efforts consentis déjà par la junte et de lever un peu les pieds sur les sanctions, ce qui avait été fait. Donc aujourd'hui, les va en guerre, en tout cas ce qu'on décrit comme tel, n'ont plus le vent en poupe. Plusieurs reçoivent aussi des pressions de l'opinion dans leurs pays respectifs. Et ça ne fait plus toujours bien aujourd'hui d'être présenté comme un soutien de la France. Hein, parce que c'est vite fait. Hein, aujourd'hui, quand vous allez de la manière, de la manière forte, on dit que c'est la position de la France. Même si c'était une position de la CEDEAO initialement, aujourd'hui on pense que c'est la position de la France. Et même si les États-Unis à un moment soutenaient, à un moment ils n'ont pas envie
qu'on les allie forcément à la France et qu'on pense qu'ils s'allient à la France pour renverser les nouvelles autorités nigériennes. Et c'est sûr aussi que derrière tout cela, la diplomatie nigérienne a beaucoup joué, amener une grande puissance comme ça à fléchir, c'est dit que ça a été joué, mais après, je pense qu'il y a d'autres raisons géopolitiques. Il y a une situation intérieure aussi aux États-Unis. Il y a une opinion américaine aussi qui s'oppose aussi de plus en plus à la politique de Joe Biden, la politique interventionniste de Joe Biden, surtout dans certains conflits, que ce soit en Asie, en Afrique ou en Europe. Alors, j'ai donné, finalement, la France et les États-Unis, ce n'est plus le même discours qu'on tient. Et pourtant, on les avait vus tous ensemble dénoncer, condamner ce coup d'État. On se disait que les deux peut-être auraient la même ligne de conduite, mais aujourd'hui, avoir le discours d'Anthony Blinken et la position de la France, ce n'est plus la même chose. Vous savez, Guillaume, les États-Unis et la France étaient tous des partenaires majeurs pour le Niger avant le coup d'État. Et comme l'a dit Germain, les deux déployaient pratiquement 2600 soldats sur le sol nigérien pour combattre le djihadisme qui a pratiquement secoué le Niger et continue de le secouer. Mais après le coup d'État, c'est vrai, au départ, les voix étaient unanimes pour condamner. Tout d'ailleurs, les coups de force et ont réclamé un retour à l'ordre constitutionnel. C'est évident que ce retour à l'ordre constitutionnel est toujours sur les papiers blancs de la France avec les exigences premières. Je le disais tantôt que les choses ont évolué et les discours également ont commencé par évoluer tant au niveau de la junte au pouvoir et ce que nous sommes en train de constater au niveau également des États-Unis et d'Amérique et notamment au sujet de l'intervention militaire, même si Biden aujourd'hui, qui est au pouvoir, est frileux sur ces questions d'intervention. Maintenant, ce qui pourrait peut-être motiver ce changement de ton ou alors cette réserve des États-Unis d'Amérique, on ira peut-être le chercher plus loin. Il n'y a rien sans rien de toutes les façons. Chaque puissance a son intérêt qu'il défend, mais tout dépend de la manière dont on défend l'intérêt qu'on veut ou l'intérêt qu'on veut protéger. La France, au départ, exigeait et continue d'exiger la libération de Bazoum et le rétablissement de Bazoum. Je l'avais dit ici que les choses ont évolué, mais la France ne compte pas bouger d'un seul pas sur cette position. Et donc, il est de bon ton que quand vous êtes deux et vous avez la même vision des choses, à un moment donné, votre vision a plus évolué que votre partenaire. Il est le bon temps que vous prenez le pas sur lui. Vous serez étonné de voir que bientôt, l'ambassade des États-Unis d'Amérique rouvre à Niamey pour la continuité des relations avec les États-Unis d'Amérique. Pendant ce temps, la France serait toujours en souffrance, d'où il faut chercher à tout prix à cautionner l'intervention militaire. Je le dis, je le répète encore, chaque fois que j'évoque le nom de la France ou alors j'évoque la France, j'ai du mal parce qu'on aura comme impression que je suis aussi animé d'un sentiment anti-français. C'est tout le contraire. Je ne suis pas contre la France, mais je pense qu'un bon Africain, je dois être contre beaucoup plus la politique française à l'égard de l'Afrique. Et malheureusement, c'est ce que nous décrions tous. Et vous voyez encore un exemple encore plausible, c'est que la France soutient qu'il y ait une intervention militaire sur le continent et qui parle de la guerre, c'est ce que cela engendre par après. Et les Africains ou alors jeunes Africains que nous sommes pourrions penser que nos vies qui se déciment à longueur de journée, soit par les famines, soit par les groupes armés qui terrorisent le continent, ne fait pas grande chose à la France et il faut encore encourager un bain de sang en cautionnant l'intervention militaire pour juste libérer le président Bazoum et l'installer à tout prix au pouvoir. Malheureusement, les visions ne sont plus les mêmes et donc les États-Unis, eux, ils tiennent plutôt un autre discours, celui du dialogue et plutôt
de négociation. Et je pense que c'est ce même discours que la majeure partie du continent africain tient aujourd'hui en face de cette crise-là. Alors si la première puissance militaire arrive aussi à tenir le même discours que nous, je pense que cela ne rentre que dans l'intérêt de ceux qui encouragent la voie pacifique pour pouvoir régler les problèmes au Niger, au lieu d'aller en guerre comme certains pays l'encouragent, certains pays malheureusement africains l'encouragent. Je fais allusion au président ivoirien Alassane Ouattara, qui est le tenant d'ailleurs de cette intervention militaire, malgré que l'autre puissance a demandé à ce qu'une autre carte de paix soit jouée, et le Togo demande également que cette carte pacifique soit jouée. Malheureusement, cela dessine un schéma avec un patron et ses disciples qui sont notamment la France, le Sénégal, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, et le patron qui est derrière, qui doit protéger forcément quelque chose au Niger. Mais moi, je crains fort, si la politique d'intervention là ne marche pas avec la France, elle risque d'en perdre gros sur le sol nigérien, et les États-Unis d'Amérique, voilà, auront peut-être ce boulevard devant eux pour s'installer au Niger. D'ailleurs, ils sont déjà au Niger et continuent leur collaboration avec le Niger. Cette fois-ci, que les Nigériens, que ce soit les militaires, je ne pense pas que les militaires soient là pour y rester. Ils disent qu'ils sont là pour une transition, alors qu'ils retournent vite dans leur caserne et laisser plutôt le pouvoir aux civils. Alors que ces civils qui arrivent maintenant ouvrent beaucoup plus grandement les yeux pour voir clair dans les accords, dans l'intérêt supérieur de la population nigérienne. Oui, les temps ne sont plus les mêmes avec les deux puissances-là, les États-Unis d'Amérique et la France. Cela dépend de la politique que la France exerce à l'égard de l'Afrique. Alors, c'est clair, on ne voit plus la chose de la même manière, mais qu'est-ce qui explique, selon vous, ce changement de position? Les intérêts, entre-temps, ont-ils changé quelque part, Germain? Oui, il y a beaucoup de choses qui ont changé. La première chose, c'est déjà le sentiment anti-français qui se développe dans une bonne partie de l'Afrique. Alors, quand vous êtes partenaire de la France aujourd'hui, c'est un peu compliqué pour vous. Je pense que c'est pour ça que même l'Union européenne prend un peu ses distances par rapport à la France sur cette crise nigérienne. Et la deuxième position, comme je le disais, c'est la situation intérieure aux États-Unis qui s'apprête à aller à la présidentielle avec le président Joe Biden qui soutient l'Ukraine dans une guerre qui n'a pas encore abouti et que les Américains aussi commencent par contester. Donc, après, il y a un certain nombre d'interventions et donc vouloir intervenir au Niger, soutenir militairement une intervention et dont on ne connaît pas les suites, parce qu'on a encore en souvenir l'intervention en Libye, soi-disant pour libérer les Libyens de la dictature de Kadhafi. Et tout ce que ça a causé aujourd'hui, qui fait que des pays comme les nôtres qui étaient à l'abri du terrorisme aujourd'hui, sont victimes du terrorisme parce que la France a eu l'idée d'initier l'adoption d'une résolution et d'amener l'ONU ou le monde à engager militairement une opération pour chasser Kadhafi du pouvoir. Aujourd'hui, il y a ses conséquences. Alors, les gens n'ont pas envie qu'au Niger, on présente ça comme une simple opération qui va peut-être dégager un général qui a pris le pouvoir par la force, ce qui n'est pas une bonne chose. Mais en voulant le dégager, ça peut amener à une situation débordante avec des conséquences incalculables. Et donc là, les Africains eux-mêmes déjà ne sont pas prêts à une telle option. Dans un continent, les gens ont plutôt faim. Et dans un continent où par endroit il y a déjà des guerres auxquelles on ne trouve pas de solution, s'il faut que nous-mêmes on ouvre ce front-là au Niger, ça va être difficile. Et donc, quand les États-Unis prennent le pouls en Afrique et voient éventuellement que c'est une
Démarche qui n'est pas unanimement saluée, même si les dirigeants en majorité ont décidé cette intervention-là. Donc, il est normal que les États-Unis reviennent, surtout sur la position des dissidents au sein de la CEDEAO, qui ne sont plus pour cette option militaire-là. Et comme je le disais, c'est vraiment une bouffée d'oxygène pour les autorités nigériennes de savoir que la grande puissance, parce que même si la CEDEAO devrait intervenir, vous l'avez remarqué, le jour où il y a eu cette décision-là, il y avait les partenaires occidentaux. Et si les États-Unis et éventuellement d'autres pays comme l'Allemagne, l'Italie et un bon nombre de pays de l'Union européenne sont contre cette intervention-là, elle va se révéler très complexe, même si la branche dure de la CEDEAO insistait pour la mener, ça va être difficile à faire. Et donc, je crois que l'un dans l'autre, la paix est plus bénéfique que les conflits et le désordre, et la sagesse est en train de prévaloir au sein de la CEDEAO et de ses partenaires, dont le plus important est les États-Unis, qui est en train aujourd'hui de dire assez clairement qu'il s'engage donc pour cette option du dialogue, pour espérer un retour à l'ordre constitutionnel qui ne doit pas être, comme on le disait, assimilé forcément à un retour au pouvoir de Bazoum. L'ordre constitutionnel, c'est que la Constitution soit respectée. Aujourd'hui, le constat est clair. Et cela peut passer par quoi si ce n'est le rétablissement de Bazoum? Le constat est clair qu'il y a vacance, il n'y a pas vacance du pouvoir, mais il y a un président de fait au Niger qui n'est pas passé par les élections, mais il est devenu président. Je ne pense pas qu'il a prêté serment comme au Burkina, mais il a pu nommer un premier ministre qui a pu entrer en fonction. Il a l'appareil de l'État en main, il a dissous toutes les institutions, donc il dirige le pays dans le pays n'est plus un pays que quelqu'un d'autre peut diriger à partir d'un endroit ou d'une prison ou de quelque part. Donc le coup d'État est consommé. Le retour à l'ordre constitutionnel n'est plus forcément le retour de Bazoum, mais c'est que la Constitution soit respectée. Si le président n'est pas là, il faut le remplacer selon les lois, les règles définies par la Constitution, et faire en sorte que ce soit ceux-là qui peuvent être présidents. Si le général Tiani veut être président, c'est qu'il se débarrasse de son treillis, qu'il va battre campagne en tant que civil, qu'il démissionne de l'armée. Je crois que dans la plupart des constitutions, c'est ce qui est prévu. Et donc, que cette constitution donc, soit respectée. Donc, c'est peut-être ce qu'on entend par retour à l'ordre constitutionnel. C'est que les civils reviennent au pouvoir à l'issue d'une transition, et comme ça a été demandé dans la plupart des pays où il y a eu des coups d'État. Alors, donc, on peut dire que le gouvernement de transition est donc dans cette logique des États-Unis, retour à l'ordre constitutionnel, parce que, comme vous le dites, il y aura une transition et puis les civils vont venir. Apparemment, c'est ce que fait le gouvernement aujourd'hui. Non, on ne va pas dire ça aussi simplement. Bon, je pense que le gouvernement a dévancé les événements pour ne pas avoir à subir la foudre. Ils savent déjà qu'on va leur demander une transition d'une durée assez raisonnable. Ils savent déjà qu'on va demander que les civils reviennent au pouvoir, parce que le rôle de l'armée, c'est pas aller aux élections et venir diriger, c'est de sécuriser le pays. Et donc, ils le savent déjà. Et donc, quand ils disent qu'ils sont en train de travailler sur la transition, et ces négociations pour lesquelles ils disent qu'ils sont ouvertes, c'est pour dire, si vous voulez nous accompagner pour bien conduire la transition, nous sommes ouverts à toutes vos positions et à toute contribution pour aboutir. La transition est là parce qu'on quitte d'un État à l'autre. On quitte de l'époque Bazoum à une autre époque. Maintenant, si Bazoum était libéré, est-ce qu'il pourrait être éventuellement candidat à sa propre succession? Ça, c'est un scénario inimaginable. Mais je crois que généralement, les présidents qui sont déchus ne s'intéressent plus à tout ce qui se fera au moment ou après la transition. Mais l'idée, c'est vraiment que les militaires replient le plus tôt possible pour aller s'occuper de leur job. Dieu donné la position des États-Unis, on s'inscrit clairement
contre l'intervention militaire, on met tout en œuvre pour que le dialogue puisse réussir parce que les États-Unis estiment qu'il y a encore des canaux à exploiter pour un retour à l'ordre constitutionnel. Est-ce que cela peut être un soutien aujourd'hui pour le CNSP ou dans la logique où on peut se dire que si c'est comme ça, c'est sûr qu'il n'y aura pas d'intervention militaire de la CEDEAO parce que ceux qui sont les poids lourds quand même en matière militaire ou en matière de prise de décision dans les affaires internationales, bon, quand on cite la France, on sait qu'il y a également les États-Unis, surtout les États-Unis, qui s'inscrivent en faux aujourd'hui contre l'intervention militaire. Est-ce qu'on peut estimer que l'idée d'intervention militaire perd toutes ses chances ou bien perd progressivement ses chances au Niger? Oui, l'idée d'une intervention militaire est en perte de vitesse, de toutes les façons, au Niger, de facto. À part ce que les vents en guerre, eux, peuvent penser et peuvent continuer par organiser aujourd'hui, il n'est plus vraiment évident qu'on parle d'une intervention militaire réussie au Niger. D'autant plus que, je l'ai dit tantôt, le levier fondamental sur lequel cette force pourra s'appuyer et intervenir efficacement. Entre-temps, les États membres, avec leurs états-majors, parlaient des interventions militaires ciblées. Je pense que les États-Unis d'Amérique sont mieux placés à faire des interventions ciblées dans ces situations. Malheureusement, s'il faut réserver cela aux États africains, aux pays africains, ou alors à ceux qui ont pris le devant de la scène aujourd'hui pour intervenir au Niger, ce sera la catastrophe. C'est catastrophe totale. En tout cas, ayons quand même le courage de le dire, ce sera un bain de sang absolu parce que les militaires ne se laisseraient pas faire. Et on a vu le début de cette scène quand le Burkina Faso dit si vous intervenez, vous déclarez la guerre. Alors le Mali dit si vous intervenez, vous déclarez la guerre. Aujourd'hui, le Mali s'inscrit dans une logique de négociation, de dialogue, après les discussions avec la Russie. Là encore, c'est aussi une autre politique. Mais de toutes les façons, personne n'est d'accord pour que la CEDEAO envoie des troupes pour massacrer et sortir juste la seule personne de Bazoum. Sinon, une armée suréquipée et surdouée, que ce soit les États-Unis d'Amérique qui puissent venir extirper Bazoum des mains des militaires. Bazoum qui se retrouve, je vous le dis, en plein cœur même du camp militaire. Ouais. Et donc, ça va être une opération très stratégique, très technique, une opération très risquée à la fois. Et je ne vois pas sur le continent l'équipement nécessaire qu'il faut avoir pour pouvoir aller à cette opération. Maintenant, il est temps que les États-Unis d'Amérique ne trouvent pas nécessaire cette intervention parce que on est déjà sur plusieurs fronts. Comme l'a dit Germain, il y a l'Ukraine qui est toujours en feu là-bas. Non, mais les États-Unis ne sont pas officiellement en guerre en Ukraine. Bien officiellement. En tout cas, officiellement non, mais pas procuration. Ce qui se joue au Niger, ce qui se joue en Ukraine, on n'est pas là pour parler de l'Ukraine, mais ce sont des puissances qui donnent leur mandat pour essayer leurs armes là-bas. Donc les États-Unis envoient énormément. À ce moment même, Biden est en train de demander la position du Parlement pour une autre aide financière pour soutenir la guerre en Ukraine. Alors, les États-Unis sont en guerre là-bas. Donc, ils ne se retrouvent pas en bonne position d'ouvrir un autre front sur le continent africain. Ou alors, on va intervenir encore comme en Libye et créer une deuxième Libye, la catastrophe dans la sous-région. Je pense que l'idée ou alors la raison a prévalu aujourd'hui sur des actions, mais malheureusement, notre ancien patron, peut-être, bon, je ne dirais pas notre ancien patron, notre patron... Vous voulez parler de la France? Je veux parler de la France. Il n'est pas notre ancien patron. Hein. Notre patron, il n'est pas en mesure de reconnaître la réalité et de voir les temps qui changent. Pour elle, il faut aller toujours comme cela a été décidé au départ. Et cette position est dépassée, malheureusement. Je vous dis, qu'est-ce que la France a exigé? A exigé fondamentalement un retour à l'ordre constitutionnel et une libération immédiate de Bazoum et son rétablissement au pouvoir. Je ne sais pas ce qui est... Naïvement, on pourrait dire que c'est peut-être pour le respect de la démocratie. Quelle démocratie? La démocratie occidentale. Voilà, la démocratie occidentale, pas l'africaine. En Afrique.
que nous essayons. De toutes les façons, l'Afrique n'a même pas besoin de cette démocratie, entre guillemets, c'est un autre débat. D'ailleurs, la démocratie dont on parle et qu'on nous sert ici n'est même pas respectée chez eux là-bas en France. C'est tout un autre problème, un autre débat sur lequel on va revenir. Mais vous voyez, on n'a aucune raison aujourd'hui que la France soit si excitée comme la diarrhée à vouloir intervenir au Niger. Alors, et pour avoir donné la procuration à la CEDEAO, si la Côte d'Ivoire danse aujourd'hui dans cette marmite d'intervention militaire, ce qui elle compte effectivement, la France attend juste à ce que les forces africaines dégainent et qu'on les appuie et qu'on crée les catastrophes. Les désastres qu'il va avoir, ce n'est pas le problème de la France. De toutes les façons, ce sont les Africains qui vont en subir les conséquences. Alors, si une autre puissance prend plutôt l'aspect humanitaire, humaniste de la situation et dit, écoutez, on est assez raisonnable, on est assez grand, on a assez étudié pour véritablement discuter et entendre raison. Allons plutôt à la table de négociation. Je pense que c'est la position normale à saluer. Cela ne va pas forcément dans l'intérêt des militaires, mais ça va plutôt dans l'intérêt de la paix. Comme tu le disais, ce n'est pas dans l'intérêt des militaires. Ça va plutôt dans l'intérêt de la paix sur le continent africain. Merci beaucoup à vous. Nous arrivons à la fin de cette émission. Un dernier mot, Germain Pouliot, avant qu'on ne conclue. Un dernier mot, c'est la paix. La paix est très importante et je crois qu'au sein de la CEDEAO, il y a un soldat de la paix qui est le président togolais, qui est parfois en difficulté avec ses pairs parce qu'à l'issue des décisions communes, il a des initiatives en faveur de la paix qui semblent s'opposer aux décisions communes, mais je pense que c'est une voie qu'il ne faut pas négliger. Aujourd'hui, les États-Unis donne raison à cette position de ce soldat de la paix que le président togolais et que la CEDEAO l'accompagne plutôt et permettent que le Togo ou le Tchad ou toutes les bonnes volontés qui peuvent aider dans cette crise-là entrent en action pour accompagner cette transition qui, qu'on le veuille ou non, est déjà ouverte et aider le Niger à régler ses problèmes de sécurité, ses problèmes de pauvreté. Merci Germain Pouliot. Je rappelle que vous êtes journaliste, directeur de publication de Togo Réveil. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Un dernier mot, j'ai donné pour conclure. Je parlerai aussi de la paix parce que on en a besoin sur le continent. Il y a assez de fronts, trop de fronts dans le monde, trop de chaleur dans le monde. Nous avons besoin de paix en Afrique et il faut que les Africains soient eux-mêmes des faiseurs de paix. Malheureusement, beaucoup ont déjà oublié cette mission. J'en appelle aux chefs d'État africains, aux cadres africains à revenir, à être des artisans de paix et cela passe par des discussions, des négociations et à la prise des bonnes décisions dans l'intérêt supérieur des peuples africains. Et je rappelle encore qu'il faut quand même que le panier de la ménagère vive. Ça, je parle du Togo. Je vous dis, pour les amoureux de la pâte, le maïs, ça grimpe seulement. 1000 francs le bol. Mais on n'en parle pas. On parle de la guerre à l'Ukraine. On parle de coups d'État au Niger, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais la faim continue par gagner du terrain. Alors, s'il y a un coup d'État contre lequel on doit lutter, c'est bien la faim sur le continent. À la fin, sera peut-être un nouveau coup d'État sur le continent. Merci beaucoup à vous. Dieu donne sur nous. Je rappelle également que vous êtes aussi journaliste. Vous êtes directeur général de Elios Service, votre agence de communication et d'information. C'est cela. Merci également à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.